Top, ok? On a démarré le timecode. Moi, il faut que je fasse stop aussi. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on démarre le timecode? Eh bien, parce que je vais vous demander un peu de travail pendant les cours. D'abord, je vais vous demander de prendre des notes. Ça, c'est classique. En principe, quand on suit un cours à l'université, il vaut mieux prendre des notes. Je connais quelques étudiants qui n'ont pris aucune note et qui ont eu de très bonnes notes, si je puis dire, à l'examen final. Mais eux, ce sont des cas tout à fait particuliers. On appelle ça des surdoués. Ce sont presque des magnétophones. Parfois, ça leur joue des tours, d'ailleurs. En tout cas, normalement, vous avez vraiment intérêt à prendre des notes pendant que vous suivez un cours. Je vais vous indiquer à la fin de ce cours le email d'un ancien étudiant de l'UTC qui s'appelle Simon Lincel, qui en fait va vous accompagner et va faire la hotline de ce cours, qui sera donc en ligne. On se verra de temps en temps. Dans un mois, je reviendrai, parce que là, je vais m'absenter 3 semaines. Pendant les 3 semaines, ce que je vous demande, c'est de venir ici en FA 200 à 14h15. J'aimerais bien qu'un ou deux étudiants, 2 si possible, se désignent comme référents et assument la responsabilité à 14h15 de brancher leur ordinateur sur le vidéoprojecteur et d'aller sur un site dont je vais vous montrer tout à l'heure où vous y trouverez le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième cours, etc. D'accord? Je viendrai, moi, de temps en temps, donc je viendrai en particulier le 16 mars, pour donner un cours ici avec un étudiant qui n'est pas un ancien de l'UTC, lui, mais qui travaille avec moi pour accompagner ceux dont je vais vous parler maintenant. Il s'appelle, cet étudiant, Paul-Émile Geoffroy, et il travaille à l'Institut de Recherche et Innovation. Il est aussi étudiant en philosophie à l'Université de Nanterre, et il vous expliquera un certain nombre de choses, il vous aidera pour un certain nombre de choses. Je vous donnerai par ailleurs, par email, des sujets de TD. Je vous en parlerai tout à l'heure, si on a le temps, parce que comme je suis arrivé en retard, que vous avez d'autres cours derrière, il faut que je me dépêche. Voilà, si vous avez eu le temps. Je n'aurais pas fait comme cela, mais on le fera peut-être par mail. Donc ce que je vous demande, c'est de prendre des notes de ce que je dis pendant le cours, et régulièrement, pendant votre prise de notes, de noter le timecode sur votre chronomètre. Pourquoi? Eh bien parce que ces notes que vous prenez, je vous demanderai, j'expliquerai plus tard, et surtout dans le prochain cours que vous verrez lundi, comment vous allez les prendre, et surtout reporter ces notes sur une plateforme qui s'appelle Ligne de temps, et qui vous permettra de partager vos notes, de confronter vos notes, d'ouvrir des discussions sur le cours, entre vous, online, avec une liste de discussions, etc., etc. Et vous pourrez m'envoyer des messages, évidemment. De toute façon, je regarderai la discussion. Et nous allons essayer d'inventer une autre manière d'enseigner, et notamment de faire des TD. Ok? Alors, un certain nombre d'entre vous ont des iPhones. Qui est-ce qui a un iPhone? Voilà. iPhone, vous savez ce que c'est? Moi aussi j'ai un iPhone, marque Apple. Je ne fais pas ça pour faire de la publicité. Je fais ça pour vous dire que les Apple, ils sont fabriqués. Où est-ce qu'ils sont fabriqués? En Chine. Et en ce moment, l'entreprise qui les fabrique, Foxconn, est en train de mettre en place des robots de ce type-là. Ce robot-là que vous voyez, eh bien, il est considéré par le patron de Foxconn plus efficace, beaucoup plus précis, beaucoup plus fiable que ses ouvriers. Et il coûte moins cher. Donc Foxconn vient d'investir 17 milliards de dollars avec pour but de supprimer 1 million d'emplois. Je vous dis cela et j'y reviendrai parce que ça fera partie, en particulier à la fin de mon cours, de ce qu'on va étudier ici dans cette UV IC01, dont le titre est Histoire et prospective des industries culturelles et des médias numériques réticulés. Alors, comme vous l'avez compris, ce cours est enregistré par une caméra, celle qui est face à moi là, qui est en fait une caméra de ce type. Bon, là c'est Sony, celle-là c'est une Canon. En fait, j'ai plusieurs caméras. Elle est en train de me filmer, cette petite caméra. Et si je vous en parle, c'est parce que je voudrais vous faire le récit de ce qui s'est passé depuis la création de cette UV que j'ai proposée à l'Université de Compiègne en 1999, il y a déjà un certain temps, donc 16 ans.
Depuis 16 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Cette caméra m'a conduit cette année à l'UTC à faire pour la première fois un cours avec un tournage. Alors, c'est pas un tournage. Pourquoi est-ce que c'est pas un tournage? Quelqu'un a dit ça tourne tout à l'heure en parlant de la caméra. Pourquoi est-ce que c'est pas un tournage? Oui? Parce que c'est gratuit. Non, c'est pas parce que c'est gratuit, c'est parce que ça ne tourne pas. Il n'y a rien qui tourne là. Là, ça tourne. Là, oui, vous avez des bobines sur cette grosse caméra 35 mm, qui est la caméra du générique d'un film formidable que je vous recommande de regarder, qui s'appelle Le Mépris de Jean-Luc Godard, et qui se termine, ce générique, avec... Il regarde le spectateur, en fait. La caméra regarde le spectateur. C'est un plan fabuleux sur une musique magnifique de Georges Delerue. Là, vous avez une caméra qui tourne et dans laquelle il y a du film argentique. Mais dans cette caméra-là, il n'y a pas de film, ça ne tourne pas, il y a une mémoire à l'intérieur, une mémoire de silicium, d'accord? Et ça n'est pas argentique, c'est numérique. IC1, donc, cette année, nous allons le faire à travers l'utilisation de cette caméra en ligne. Aujourd'hui, je suis présentiel, mais je suis là avec vous. Mais dans les 3 semaines qui vont suivre, le prof ne sera pas là, vous le regarderez là. Je me suis préenregistré pour un certain nombre de choses et peut-être que je m'enregistrerai à distance si c'est nécessaire. Et vous irez chercher les films sur cette plateforme. Cette plateforme s'appelle pharmacon.fr. En fait, ça fait 5 ans que je donne des cours sur cette plateforme, des cours de philosophie qui sont consacrés à Platon, mais aussi à toutes sortes d'autres sujets, et des séminaires également de philosophie, que vous pourrez d'ailleurs regarder si ça vous intéresse, parce qu'ils sont faits, les cours pour absolument tout le monde, pour les gens qui n'ont jamais fait de philosophie, les séminaires c'est un petit peu plus spécialisé. Cette petite caméra qui me filme, là aujourd'hui, ne coûte pas très cher. J'ai dû la payer 700 €. Et à la limite, d'ailleurs, si je n'avais pas de caméra, c'est ce que vous m'avez proposé tout à l'heure, j'aurais pu me filmer avec ça. Et là, la caméra ne coûte pas 700 €, elle ne coûte rien du tout, puisque en achetant le smartphone pour passer des coups de fil et tout ça, la caméra en fait partie, comme le téléphone, comme plein d'autres choses de ce genre, comme le chronomètre dont je me sers, comme vous, pour faire le timecode de ce truc. Enfin, moi, je ne m'en sers pas pour le timecode. N'oubliez pas de noter le timecode hein, si vous prenez des notes. N'oubliez pas de prendre des notes. Cette petite caméra qui est là-dessus, par exemple, non pas la caméra Canon que j'utilise aujourd'hui, mais cette petite caméra qui est là-dessus, un cinéaste iranien s'en est servi il y a 2 ans, un peu, ou 3 ans. Il s'appelle Jafar Panahi. Quelqu'un le connaît, Jafar Panahi? C'est un très bon cinéaste iranien. Il y a de très très bons cinéastes en Iran. Il y a un excellent cinéma en Iran. Et Jafar Panahi, il a été accusé par... Ahmadinejad, ce qui était à l'époque le patron de l'État islamique iranien, chiite donc, de je ne sais pas trop bien quoi, disons de dire du mal de la République islamique, et il a été assigné à résidence. Il n'a pas été mis à proprement parler en prison, mais il n'avait plus le droit de sortir de chez lui, il n'avait plus le droit de rien faire. Eh bien, il a fait un film avec son smartphone. Et il a envoyé ce film par la poste, par un ami, sur une clé USB. Elle est arrivée au Festival de Cannes, et il a eu un prix. Il n'a pas eu le grand prix, mais il a eu un prix du Festival de Cannes. Et ce film, vous pouvez maintenant le trouver, il s'appelle « Ceci n'est pas un film ». Pourquoi ça s'appelle « Ceci n'est pas un film » ? Parce qu'effectivement, ce n'est pas un film, c'est une vidéo. Le film, c'est ce qu'on appelle le film celluloïde, c'est un support physique qui se déroule devant quelque chose qui tourne, avec des halogénures d'argent qui produisent... C'est pour ça qu'on dit que c'est un film argentique, qui permet de... C'est de la photographie, en fait, c'est une technologie de photographie. Ça, c'est pas du tout de la photographie, c'est du numérique. Et ce qu'on va étudier dans cette UV, c'est comment on passe de technologies comme l'argentique qui apparaît au 19e siècle au numérique qui apparaît au 21e siècle. Je dis bien au 21e siècle parce que le numérique, c'est pas seulement l'informatique, c'est aussi les téléphones portables, les caméras et tout ça. Une caméra, c'est pas un ordinateur, mais c'est numérique quand même. Alors, des caméras, il y en a plein sur le marché, de toutes sortes. Là, vous voyez, par exemple, tout en haut, une caméra qui coûte assez cher. J'ai été directeur général de l'INA, moi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette UV. Je vous expliquerai un peu ça tout à l'heure. L'INA, c'est l'Institut national de l'audiovisuel. Dans l'INA, j'avais 80 techniciens audiovisuels. J'avais un studio de production, enfin plus qu'un d'ailleurs,
plusieurs unités de production qui produisaient 50 heures de programmes de télévision par an, plus des moyens d'enseignement, etc., ce qu'on appelle information, et donc on utilisait beaucoup de caméras. En 97, j'ai acheté des caméras. J'ai acheté des caméras numériques. Je les payais à l'époque, alors que je ne dise pas de bêtises, c'est en francs, je crois que c'était 250 000 francs. Une caméra. Elle n'avait pas la qualité de prise de cette caméra-là, les caméras d'aujourd'hui, de 2015. C'était il y a 20 ans, pas tout à fait 20 ans. Ce que je vais vous dire, c'est que le prix de tout ça s'est totalement effondré. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir les caméras que je payais à l'époque 250 000 francs, elles ont des fonctionnalités, disons que c'est ce qui est là-haut, vous en avez pour 1000, 1500, 2000 euros à tout casser. Vous avez une très 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 bonne caméra. Et puis vous avez des caméras que vous trouvez quasiment, comme on disait autrefois, dans un paquet de Bonux, c'est-à-dire qu'elles valent rien du tout. Voilà. Vous les avez en fonction, vous en avez une sur votre ordinateur déjà, hein, une webcam, ça coûte rien une webcam. Aujourd'hui, une webcam, c'est un petit module que vous achetez, même pas 10 euros. Vous avez des webcams à 1 euro, ça existe. Parce que c'est produit en série, en Chine, avec des technologies de production tout à fait nouvelles de ce que nous connaissions autrefois. Donc nous vivons une révolution des matériels provoquée par le numérique et qui bouleverse totalement, par exemple, l'industrie des images, le rôle des images, la circulation des images. Moi, cette caméra, je m'en sers, enfin, c'est surtout ma femme qui s'en sert, mon épouse Caroline, qui a d'ailleurs enseigné ici autrefois, depuis 5 ans, donc pour faire ses cours sur pharmacon.fr. Et il y a 10 ans, pharmacon.fr, c'est une production d'une association qui s'appelle Ars Industrialis, que nous avons créée il y a 10 ans, et qui a marché du tonnerre de Dieu. Il y a 10 ans, nous avons créé Ars Industrialis. Dans les semaines qui ont suivi, nous avions 40 000 personnes qui suivaient les travaux d'Ars Industrialis. Grâce à qui? Grâce à YouTube. Nous avons créé Ars Industrialis 2 mois après YouTube. Et Ars Industrialis, c'est un site comme ça, mais c'est aussi des centaines d'enregistrements vidéo, de débats publics, de conférences, etc., etc. Ça, c'est la dernière conférence que nous avons faite sur l'automatisation et les conséquences de la robotisation, comme à Shenzhen, par exemple. Pardon, à Shenzhen, pas Schengen, Shenzhen, la suppression en perspective d'1 million d'emplois chez Foxconn. Alors, ce que je veux vous dire, en faisant ces références-là, à Ars Industrialis, à pharmacon.fr, etc., c'est que, au cours des 10 dernières années, depuis 2005 jusqu'à 2015, où j'ai fait beaucoup de choses liées à cela, mais aussi au cours des 15 années précédentes, c'est-à-dire, grosso modo, depuis l'apparition du web, beaucoup de choses se sont passées. Des choses littéralement colossales, et au sens propre, immenses. Immense, ça veut dire ce qu'on n'arrive pas à calculer, ce qu'on n'arrive plus à quantifier, tellement c'est colossal. D'énormes transformations. Et à toute vitesse en plus. À toute vitesse. Souvenez-vous, vous le savez, mais réfléchissez-y, Facebook n'existait pas il y a 7 ans. Qui est sur Facebook ici? À peu près tout le monde. Qui n'y est pas? Vous avez raison. Très dangereux Facebook. C'est très difficile de penser une transformation aussi colossale qui se produit à une telle vitesse. Et pour vous dire à quel type d'échelle de vitesse il faut se situer pour comprendre ce qui se passe, si par exemple je clique là sur ces touches, entre le moment où je décide de le faire et le moment où je le fais effectivement, il y a au moins un 50e de seconde, parce que entre mon néocortex et mes doigts, il y a environ 1,20 m, et l'information circule à 50 mètres par seconde sur mes nerfs. Donc de toute façon, il y a au moins un 50e de seconde. Mais l'information qui circule sur Google à partir de ce que j'ai produit, elle circule dans certaines circonstances à 200 millions de mètres par seconde. Ça veut dire qu'elle va 4 millions de fois plus vite que moi. Et ça a des conséquences, littéralement, c'est le cas de le dire, foudroyantes. Ça va d'ailleurs beaucoup plus vite que la foudre. Parce que la foudre est beaucoup plus lente que ça. On en reparlera. À partir de là, nous sommes dans un monde de l'extrême vitesse, qui à notre échelle d'ailleurs n'est plus de la vitesse mais de l'instantanéité, et même plus que ça, vous le verrez, non seulement de l'instantanéité, mais
une avance sur nous, sur nos propres comportements. Les machines, maintenant, anticipent nos comportements avant même que nous les ayons, et elles produisent toutes sortes de processus qui conduisent à une immense transformation, qui n'est pas simplement une grande transformation comme celle dont parle ce livre, qui est un livre très très important de 1944, une critique de la conquête du marché sans limite sur tout le reste de la société, qui annonce beaucoup de problèmes, qui en fait sont les problèmes que maintenant nous commençons à rencontrer. Ce n'est pas une simple grande transformation, c'est bien effectivement une immense transformation dont je parle dans un livre que vous pourrez acheter, mais je ne vous demande pas de le lire, dans 3 semaines dans les bonnes librairies, qui s'appelle La société automatique. Dans ce livre, je parle, et dans cette UV aussi, je vais en parler dès maintenant d'ailleurs, d'un contexte fondamental de ce que 2 chercheurs, un Anglais et un Suédois, Spicer et je n'arrive plus à retrouver le nom de l'autre, ça va me revenir, ont appelé the functional stupidity. Ils disent, ces 2 chercheurs, dans une revue très sérieuse, hein, une grande revue de management de Londres, très très reconnue par la City, etc., ils disent que ce qu'on appelle la société de savoir, c'est le titre d'un rapport de l'UNESCO qui est paru en 2003, ou encore les industries de la connaissance, c'est ce que, par exemple, Tony Blair, l'ancien Premier ministre d'Angleterre, disait qu'il fallait faire plutôt que la PAC, la politique agricole commune, il disait qu'il vaudrait mieux développer les industries de la connaissance. Donc tout le monde dit que c'est ça l'avenir, qu'on est rentré dans la société de la connaissance, les industries du savoir, etc. Et bien eux, ils disent, c'est peut-être vrai, mais en tout cas, ce que ça produit, c'est de la bêtise généralisée. C'est-à-dire que ce qui règne aujourd'hui, ce n'est pas le savoir et la connaissance, c'est bien plus une bêtise généralisée. Et ces 2 chercheurs, ce sont des slides qu'ils ont produits, hein, j'ai repris leurs slides, ces 2 chercheurs vont jusqu'à montrer que dans les grandes organisations économiques contemporaines, le management littéralement repose sur ce qu'ils appellent une functional stupidity, c'est-à-dire en français ce qu'on appelait une bêtise fonctionnelle. Ils soutiennent ça dans un article que je vous recommande de lire, que vous trouverez sur ce site, c'est en ligne. Et si jamais il y a des étudiants intéressés à faire un TD là-dessus, je prends. On en parlera à la fin du cours. Ou par email si on n'a pas le temps. Alors dans cette UV, je vais soutenir une thèse fondamentale. En général, je soutiens des points de vue particuliers, singuliers, qui sont les miens dans les UV. Je trouve ça normal, un prof d'université, normalement c'est un chercheur, et ce chercheur, dans ses cours, il doit défendre ses thèses. Il y a plein de profs d'université qui ne font pas ça, mais ce ne sont pas de bons profs, à mes yeux. Un prof d'université, c'est un prof qui est là pour vous apprendre ce que c'est que la recherche et pour vous faire rentrer dans la recherche. Donc ici, je vais défendre une thèse, et nous allons ensemble, à travers ce cours, la mettre à l'épreuve, cette thèse. Parce qu'on va vraiment la tester. Ma thèse, je vous la communiquerai dès aujourd'hui. Je vais vous l'indiquer aujourd'hui, dès aujourd'hui aussi, parce que je voudrais qu'elle vous serve de critère de sélection dans votre prise de notes. Quand on prend des notes, on a toujours des critères de sélection. Vous n'avez pas noté tout ce que je dis. Il faudrait noter très vite. Il y a des greffiers qui font ça en sténo. Bon, ça travaille très bien. Mais en plus, c'est idiot. Il ne faut pas tout noter, justement. Ce qui est intéressant, c'est de noter, hiérarchiser un peu ce que vous voulez retenir, votre attention, etc. On en reparlera en détail. Cette thèse, vous pourrez la voir exposée plus en détail à la fin de cette année, quand vous aurez terminé ce UV, si vous avez le temps et si ça vous intéresse, au Centre Georges Pompidou, où je la présenterai avec Tim Berners-Lee et un certain nombre de très grands personnages du monde numérique planétaire, dont Evgeny Morozov, ou des gens comme ça, qui sont des grandes personnalités internationales, et Tim Berners-Lee en particulier, qui est le fondateur du web, et qui est aujourd'hui le président du World Wide Web. Ce que je soutiens donc ici, dans ce cours, et que je soutiendrai au Centre Pompidou, c'est que le web tel qu'il était en 1993 n'est plus du tout ce qu'il est aujourd'hui. Et qu'il ne fonctionne plus du tout aujourd'hui comme ce pourquoi il avait été conçu. Il fonctionne d'une manière qui est devenue extrêmement dangereuse et néfaste. Et d'ailleurs, Barack Obama vient d'en parler, ça fait la une de tous les journaux spécialisés. Là, Obama a dit, c'est nous qui avons inventé l'Internet, c'est nous qui devons définir ce qu'il est. Ici, ça ne plaît pas aux Européens, c'est tant pis pour eux, ils sont en retard, ils n'avaient qu'à se réveiller. Ce qu'oublie simplement de dire Barack Obama, c'est que l'important, ce n'est pas le net, c'est le web. Parce que le net, moi je l'utilise depuis les années 80, en tant qu'universitaire,
Mais la révolution dont je vous parle, elle ne date pas de l'Internet. L'Internet, c'est les années 70 en réalité. Ça a commencé. La révolution, elle a commencé avec le web. Et le web, il est européen. Il a été conçu en Europe par ces trois personnes. Pas seulement eux, mais disons, eux, ce sont les trois principaux. À gauche de la photo, vous avez Robert Caillot, qui est un Belge. Au milieu, vous avez Jean-François Abramatic, qui est un Français. C'était le directeur de l'INRA à l'époque, de l'INRIA, pardon. Et à droite, Tim Berners-Lee, qui est le principal, qui était le chef de cette équipe. C'est lui qui est considéré comme étant l'inventeur à proprement parler du web. Tim Berners-Lee a lui-même, j'y reviendrai tout à l'heure, lancé une initiative après Snowden, après les révélations de Snowden, en disant il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le web, et il a lancé une initiative qui s'appelle The Web We Want. Il y a exactement un an, il va la clore au mois d'avril à Londres, et j'irai faire une conférence de clôture dans cette démarche. Voilà. La thèse que je défends, autrement dit, dans cette UV, c'est aussi une thèse que je défends au W3C, et avec des gens du W3C. Nous verrons que, donc, dans cette UV, nous verrons que Tim Berners-Lee plaide pour ce qu'il appelle le web sémantique, le développement du web sémantique. Je pense qu'ici, beaucoup d'entre vous s'intéressent au web sémantique, peut-être même travaillent déjà sur le web sémantique. On en reparlera plus en détail, je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui. Moi, je ne suis pas du tout hostile à cette idée du web sémantique. Le web sémantique, grosso modo, c'est un système qui est extrêmement bien formalisé, pour automatiser toutes sortes de relations entre des informations et simplifier la vie énormément des gens d'une manière extrêmement spectaculaire. Et je pense que ça va se réaliser. En France, l'INRIA, par exemple, travaille beaucoup là-dessus. Il y a une équipe qui est dirigée par Fabien Glandon à Sophia Antipolis, qui travaille beaucoup sur cette question. Et il y a beaucoup de très bons travaux qui se font. Ça fait déjà des années que ça a commencé, et je suis sûr que ça va aboutir. Et ce que je soutiens, moi, à la différence de Tim Berners-Lee, mais en discussion avec lui, il m'avait invité déjà il y a 3 ans à en discuter au World Summit, au Web Summit de Lyon, c'est qu'il faut inventer un autre web, penser un autre web, c'est-à-dire une autre architecture de réseau qui constitue ce que j'appelle, tiens, c'est de la magie, ce que j'appelle, je comptais m'appuyer dessus, c'est bien en plus comme décor en arrière. Je considère, moi, qu'il faut développer une nouvelle architecture du web. Je vais redescendre parce que c'est moins bon, voilà, la lumière. Et que cette nouvelle architecture du web, elle doit constituer ce que j'appelle un web herméneutique. Par exemple, comme cela. Ça, c'est ce que je vais vous demander de faire, en réalité, à partir de ce cours. Ce que vous voyez là, ça, c'est la plateforme Ligne de temps. Ce que vous voyez en haut, c'est un cours que j'ai donné sur Platon. Le texte que vous voyez, c'est le livre 7 de la République de Platon. Et en bas, c'est des annotations qui ont été produites par 25 étudiants qui suivent ce cours et qui discutent en ligne et qui partagent leurs notes. Et à partir de là, nous verrons à quoi ça conduit. Le but, en fait, de cela, qui consiste à faire aussi ce que nous appelons de la catégorisation contributive et de l'herméneutique contributive, le but de cela, c'est de conduire à une éditorialisation contributive. Par exemple, là, on va faire une quinzaine de cours d'environ 1h30. Ça fait donc à peu près 22 heures de vidéo. Ce que je compte faire avec vos travaux à vous, ça, je ne vous demanderai pas de le faire, mais je demanderai de le faire aux étudiants l'année prochaine, parce que je reviendrai, le cours sera déjà fait, je ne donnerai plus de cours, je ne ferai qu'accompagner un atelier d'éditorialisation. Et ce que je demanderai aux étudiants, c'est d'éditer le cours, 22 heures de vidéo en ligne, sous forme de format de 10 minutes, cliquable, avec des possibilités de faire des requêtes, etc., et transformer le cours en base de données. Et à partir de là, de faire du cours un véritable instrument de travail, contributif, collaboratif, où en plus les étudiants pourront ajouter des choses et véritablement en faire une plateforme de ce que j'appelle de la recherche contributive, pour que les étudiants soient très actifs et très présent dans le processus. Mais ça, on y reviendra plus tard. Donc, les notes que je vous demande de prendre et de time-coder, c'est pour que vous puissiez ensuite planter vos notes sur la plateforme à partir du time-code. Vous avez bien compris. Si nous arrivons à faire cela, et on va y arriver, nous allons inventer des nouvelles fonctionnalités d'un web herméneutique dont je soutiens qu'il faut le généraliser. En ce moment, je suis en discussion avec Orange
pour travailler sur un bassin de population de 500 000 personnes pour commencer à tester ce genre de choses à l'échelle de 500 000 personnes et d'une dizaine de communes. Alors, la raison pour laquelle je crois qu'il est nécessaire de changer le web, c'est parce que je crois que le web, demain, va devenir un instrument fondamental de capacitation. Je prends un terme qui vient d'un grand économiste indien qui s'appelle Amartya Sen. Et je pense que la capacitation va devenir fondamentale dans la vie des gens parce que les gens vont avoir de moins en moins d'emplois. Je vous parlais tout à l'heure de l'iPhone. Ça, c'est l'iPhone 6. Cet iPhone 6, il est produit, bon, voilà le corps interne, en Chine, à Shenzhen, par Foxconn. Ça, c'est une chaîne de production de Foxconn. Là, vous voyez des iPhones. Ça, c'est une autre production. C'est pas un iPhone, c'est un smartphone en bracelet. Vous savez, c'est ces choses sur lesquelles on commence avec les bracelets, avec des capteurs, etc. Qui sont, dit-on, l'avenir, avec des puces aussi, d'ailleurs. Mais tout ça, ça va être entièrement robotisé dans les années qui viennent. Alors, qu'est-ce que vont faire les gens? Parce que ça va peut-être se passer aussi chez Renault. En fait, ça va se passer à peu près partout. Je vous en reparlerai. J'ai étudié une cinquantaine de rapports du monde entier, surtout des États-Unis, de l'Angleterre et de l'Europe, voilà, qui annoncent 50% supprimés d'emplois en moins dans les 10 ans qui viennent. 10 à 20 ans, ça dépend des pays. Mais s'il n'y a plus de travail, parce qu'il y a un Américain qui dit que ça sera 70% à échéance de 20 ans, il s'appelle Randall Collins. S'il n'y a plus de gens qui travaillent, ça ne sert à rien d'avoir des robots qui produisent, parce qu'il n'y a plus personne pour acheter ce que produisent les robots. C'est ce qu'on appelle la révolution. Certains appellent ça comme ça, la révolution. En fait, moi je crois qu'il va falloir faire face à un nouveau processus de redistribution des gains de productivité et du temps gagné, et d'une redistribution de ressources, d'allocation de ressources pour produire du pouvoir d'achat qui ne repose plus sur l'emploi salarié. Et dans ce contexte-là, il va devenir extrêmement important d'avoir un web qui permette aux gens de produire quoi? De la négantropie. Si on va dans une société de plus en plus automatisée, qu'est-ce que c'est qu'un automate? C'est quelque chose qui est anthropique. L'automate, c'est un système fermé. Tourne en boucle, il ne produit jamais de variabilité, il ne change pas son comportement. Or nous vivons dans un monde qu'on appelle depuis quelques années l'Anthropocène. Vous avez entendu parler de l'Anthropocène? Qui a entendu parler de l'Anthropocène? Oui. Si vous avez envie de faire un exposé sur l'Anthropocène, ça m'intéresse. L'Anthropocène, c'est quelque chose, c'est un concept qui a été exposé il y a une quinzaine d'années aux États-Unis par un chimiste, Hudson, qui dit aujourd'hui la biochimie de la biosphère, quand un chimiste regarde ce qui se passe comme transformation chimique à l'échelle de la planète Terre, eh bien, il pose que l'homme est devenu un facteur majeur, tellurique, géologique, et que du coup c'est devenu une force naturelle au même titre que la dérive des continents, que la circulation océanique, etc., etc. Et que, autrement dit, l'homme est en train de modifier tous les grands équilibres sur la Terre, et qu'en fait ces modifications qu'il est en train de produire produisent énormément de désordre, c'est-à-dire de chaos. Autrement dit, l'Anthropocène, qui s'écrit avec un A et un H, ça veut dire anthropos, c'est l'âge de l'homme, l'âge où l'homme est devenu un facteur géologique. Moi je l'appelle l'Anthropocène comme ça, parce que l'homme est devenu un facteur d'entropie, et c'est un peu un problème. Pourquoi est-ce que c'est un problème que l'homme soit devenu un facteur d'entropie? Qu'est-ce que c'est que l'entropie? C'est le désordre, c'est-à-dire? C'est ce que la Bible, pardon? La destruction. C'est la destruction, c'est ce que la Bible appelle la poussière. Tu redeviendras poussière. Le désordre, c'est la poussière. Le vivant, c'est pas du tout du désordre, c'est très ordonné le vivant. D'accord? On appelle ça la négantropie, le vivant. On dit que les êtres vivants sont des êtres négantropiques, ça veut dire qu'ils luttent contre l'entropie. L'homme est un être vivant, mais depuis l'Anthropocène, l'homme est devenu un facteur d'entropie, c'est-à-dire qu'il lutte contre lui-même, il se détruit lui-même en réalité. Il produit de la destruction de lui-même. C'est pour ça que beaucoup de gens vous disent, par exemple les climatologues du GIEC, si on ne fait rien, dans 50 ans, ça sera invivable la planète.
outre qu'il y aura 2 milliards d'habitants de plus, que les eaux vont monter, que l'atmosphère va devenir de plus en plus irrespirable. Allez en Chine, vous verrez, il y a certains endroits en Chine, c'est abominable. Mais il n'y a pas qu'en Chine, à Paris aussi d'ailleurs, hein, la toxicité est très élevée. Et tout ça va parce qu'on est dans un phénomène de réaction en chaîne qui fait que ça produit des courbes exponentielles et que l'accélération de la toxicité est énorme. Donc nous devons impérativement sortir de l'anthropocène et nous devons entrer dans ce que j'appelle le néganthropocène. Nous devons inventer une technologie, une économie, une industrie qui produit de la négantropie. Aujourd'hui, l'industrie produit de l'entropie. C'est dans ce contexte-là que je dis que the web we want, la toile que nous voulons, c'est une toile qui produit de la négantropie. Le web actuel, il ne produit pas de la négantropie, il produit de l'entropie. Il produit du mimétisme, de la répétition. Il a été totalement instrumentalisé par Facebook, par Amazon, par Google, etc. Et il ne sert qu'à produire leur business model en produisant un hyperconsumérisme, un énorme gaspillage. Et il est devenu toxique. Il est donc très important que l'opinion publique mondiale se mobilise. En fait, moi je discute beaucoup avec des Américains en Californie qui sont déjà très mobilisés sur ces questions pour arriver à changer le numérique en général et le web en particulier pour que le web devienne un instrument de production d'intelligence, de négantropie, autrement dit, plutôt que de functional stupidity, c'est-à-dire d'entropie. Parce que c'est ça, l'entropie. À l'échelle de l'homme, c'est la bêtise fonctionnelle. Alors, Tim Berners-Lee, je vous disais tout à l'heure, il y a 1 an, a lancé une initiative, The Web We Want, où il a demandé à tous les internautes de dire ce qu'ils veulent du web. Et Mozilla, vous connaissez Mozilla? Mozilla qui fait Firefox aussi. Hein. Moi, je suis un ami du patron de Mozilla France. Et Mozilla France est très important, parce que dans la France, sur Mozilla, ça a une place énorme. Et Mozilla a lancé un film dans le cadre de la le Web We Want initiative que vous voyez là. Hein. Ce qui est décrit ici, ça c'est la page web du World Wide Web, vous pouvez aller voir sur du W3C, du World Wide Consortium, qui a lancé le truc. Et là, il y a une vidéo que je ne vais pas vous projeter, mais vous pouvez aller la voir. Je vous recommande vraiment de la voir, elle ne dure pas longtemps du tout, elle dure 10 minutes. Elle est magnifique. Et c'est un film donc dans lequel des enfants, comme vous voyez là, sous le titre donc The Web We Want, disent qu'ils voudraient un web où il ne serait plus seulement des données, pour une économie des data qui les traiterait uniquement comme des données, c'est-à-dire comme des chiffres. Où ils voudraient qu'on ne les prenne pas non plus pour des menaces. Oui, c'est un petit Pakistanais, bon, on dit, ah, un petit Pakistanais, peut-être musulman, tout ça, c'est une menace. Arrêtez de nous prendre pour des menaces, on n'est pas des méchants. On voudrait, nous les enfants qui vivons au Pakistan, par exemple, que le web soit beaucoup plus utile pour nous, pas simplement pour la Californie. Nous ne voudrions pas que nos données personnelles, y compris celles des bébés, deviennent des données exploitées de manière systématique sans que personne ne sache, y compris par la NSA. Nous voudrions que notre identité soit préservée et que nos droits soient aussi préservés. Nous voulons des droits, dit cette petite fille. Et nous voudrions que ces droits soient garantis, et qu'ils soient garantis d'une manière claire, pas avec des choses que vous signez auxquelles vous ne comprenez rien, parce que ça fait 50 pages, c'est écrit en tout petit, et c'est fait pour vous embrouiller. De manière claire, c'est-à-dire aussi de manière transparente, et inspirant confiance, parce que transparent, et respectant les personnes, dit cette jeune fille. La génération qui grandit en ce moment, et vous-même, qui êtes des adultes, vous n'êtes plus des enfants, mais vous êtes encore des membres de la jeune génération, vous avez de la chance. Vous tenez comme moi, et comme ces enfants, c'est ce que dit cet enfant-là, à ce qui est arrivé grâce au web et à l'Internet. Vous y tenez, vous dites c'est formidable tout ce que permet cette technologie. Mais en même temps, nous sommes inquiets par rapport à ces technologies, le web, le net. Cette petite fille dit, nous sommes effrayés du pouvoir que vous avez acquis, vous, Google, Amazon, Facebook. Vous êtes devenus menaçants. Ce n'est pas nous qui sommes menaçants, c'est vous. Et donc, cet enfant-là dit, nous voulons
un web pour nous, qui représente nos intérêts, pas seulement les vôtres, qui sort d'une logique purement marchande, où le critère essentiel de sélection des informations et de traitement des datas, ce n'est pas que le profit, et qui ne nous détruisent pas, qui défendent ce qu'on appelle l'intérêt collectif, l'intérêt public. Nous nous inquiétons des tentations prédatrices et hégémoniques exercées par ceux qu'on appelle par exemple les Big Four ou encore les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. Et nous voudrions pouvoir nous-mêmes produire le web, développer les outils nous-mêmes, et pas des apps simplement pour Apple qui ensuite exploite tout ça et vous vire quand ça n'intéresse plus, parce que c'est ce qui se passe avec les apps de Apple, qui est un système complètement fermé, absolument propriétaire, et contre toute démarche contributive, collaborative, contre l'esprit même du web et du net, puisque le web et le net, l'esprit, c'est Mozilla justement. C'est le logiciel libre et ces logiques-là. La question, c'est de produire un avenir avec le web aujourd'hui qui ne soit pas détruit par le devenir aveugle de la logique du marché, qui n'est pas un avenir, qui est un devenir, et ce n'est pas du tout la même chose. Le web, l'Internet, généralement, c'est un bien commun. Et ce bien commun, c'est aussi un pharmacone. Un pharmacone, en grec, ça veut dire un remède, donc quelque chose de bien, de bénéfique, mais aussi un poison, quelque chose de maléfique. Il faut en prendre soin, dit ce jeune garçon. Et plus que jamais, aujourd'hui, il faut s'en occuper. C'est pas dans 5 ans qu'il faudra s'en préoccuper, c'est maintenant ou jamais. La question s'impose aujourd'hui, et il faut absolument se mettre au travail. C'est pour ça que j'ai fait cette UV comme ça. Je veux répondre à ce film. Il ne faut pas tarder parce qu'après ce sera trop tard. C'est votre boulot à vous, en particulier les ingénieurs du TC, de vous engager dans ce genre de questions. Alors, tel est en 2015 le contexte de cette UV que j'ai donc créée, moi, en 1999. En 1999, il y a 16 ans, je crée IC01. IC, ça voulait dire industrie culturelle. 01, ça voulait dire la première d'une série d'UV qui s'appelait IC02, 03, 04, 05. Et c'était une filière, la filière 2IC, ingénierie pour les industries culturelles. Je l'avais créée avec l'aide du président de l'époque, qui s'appelait François Pécou, parce que j'avais travaillé à l'INA pendant quelques années et je ne trouvais pas d'ingénieur capable de faire ce dont j'avais besoin. Le journal Le Point a écrit sur cette filière, vous pourrez regarder, c'est un extrait du journal Le Point, vous le trouverez, cet article il est sur le site de l'UTC, mais aussi sur le site du Point. Donc si vous tapez ingénierie pour les industries culturelles sur le site du Point, vous tomberez sur l'article. L'article qui par ailleurs parle de l'UTC et du fait que l'UTC est une bonne université, on prend des initiatives, on n'est pas en retard sur ce qui vient, on est même en avance. Je pense qu'on était très en avance avec cette filière. Que malheureusement, d'ailleurs, dès que je suis parti de l'UTC, on a fermé. Et c'est bien dommage. Parce que cette filière, je formais 30 ingénieurs dans cette filière tous les ans, et les 30 étaient pris tous par France Télécom. Et j'ai beaucoup d'anciens étudiants à France Télécom avec lesquels je travaille toujours, qui sont passés par cette filière et par cette UV. Pourquoi est-ce que j'avais créé cette filière? C'est parce que, avant cela, je travaillais à l'INA. C'est l'INA. En fait, l'INA était venu me chercher en 92 pour faire un projet de recherche avec eux, avec l'unité COSTEC, l'unité de recherche COSTEC que j'avais créée en 92, à TSH. Et puis ensuite, ça s'était très bien passé. Finalement, on m'avait demandé de prendre la direction de l'INA. Et j'essayais de former de lancer des nouvelles façons de produire en audiovisuel basées sur le numérique, de développer ce que j'ai appelé le système technique audiovisuel numérique. Pour ça, j'avais besoin de nouveaux ingénieurs. Et j'en ai donc formé un certain nombre. Voilà, par exemple, vous trouverez, c'est sur la base de données des anciens de l'UTC. Voilà, il y a un certain nombre d'étudiants qui ont fait cette filière et qui en parlent d'ailleurs, ici et là. Mon hypothèse à cette époque-là, c'était qu'avec le numérique,
l'audiovisuel allait entrer dans une totale transformation. Towards Total Digitization, c'est un article que j'avais publié, je ne sais plus très bien dans quel journal. Et je travaillais à cette époque-là avec la 5, qui était une chaîne de télévision, sur laquelle, avec Sylvain Anichini, qui est un ingénieur télé, on avait développé ce qu'on appelait la banque de programmes et de services. Nous disions à cette époque-là, exit les émetteurs, bonjour les serveurs. Ça a fait débat, cette démarche. Par exemple, le Sénat s'est emparé de la chose. Il y a eu toute une discussion sur la banque de programmes et de services. Quel est le rôle que doit jouer l'État là-dedans, etc. Et moi, on m'a reproché d'affirmer que les relais hertziens allaient disparaître. Je connais très bien les relais hertziens. Mon père était un des responsables des relais hertziens de la télévision française. Et je disais qu'ils allaient disparaître, qu'ils allaient être remplacés par la DSL, c'est-à-dire la télévision sur le téléphone. Tout le monde me riait au nez, en particulier au cabinet du ministre de la Culture, qui est en charge de l'audiovisuel. Et quand ils m'ont demandé de faire la TNT, la télévision numérique terrestre, c'est-à-dire qu'ils passent par ce genre de truc qui coûte une fortune et qui ne comprenaient même pas ce que le web allait produire, par exemple YouTube, qui était YouTube, une version moderne de ce que nous avions fait, qui s'appelait la BPS, eh bien j'ai démissionné en disant que je n'étais pas, parce qu'en principe l'INA est chargée de faire les études techniques pour les mutations industrielles de l'audiovisuel, et moi j'ai refusé de faire le rapport. Donc pour être clair, on va le gérer en fait. Néanmoins, j'avais quand même créé à l'INA un studio de production qui était fait pour le web, et pas du tout pour la TNT, qui marche toujours, qui a d'ailleurs eu des prix importants. J'avais lancé des programmes de recherche avec par exemple le LIMSI, qui est un grand laboratoire à Orsay, le programme Olive de traduction, de transcription automatique de discours oraux, et écrit quelques textes là-dedans. Alors, je vois que l'heure tourne, je suis très en retard, donc j'accélère, excusez-moi, je vais très vite. Cette filière, donc, elle avait pour but de former des ingénieurs à inventer ce genre de trucs. Ça, c'est une plateforme qui s'appelle la station de lecture audiovisuelle, que vous trouvez à la Bibliothèque nationale de France. Elle a été conçue dans ce contexte-là. Ça, c'est la plateforme Ligne de temps dont je vous parlais tout à l'heure, mais là, elle n'est pas utilisée pour rassembler vos prises de notes dans le cours IC01. Elle est faite pour analyser des films. C'est un logiciel que nous avons développé il y a 8 ans à l'IRI et qui sert aujourd'hui dans de très nombreuses universités pour enseigner le cinéma. Alors, qu'est-ce que c'est que le web ? Le web, c'est ce qui est apparu en 1993. À la fin des années 90, est arrivé Google, c'est-à-dire à peu près 6 ans après le web. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous en souvenez sûrement pas, vous étiez encore très jeune, mais on disait Google, ça ne marchera jamais, personne n'y croira, ça ne rapporte pas d'argent, etc. Google est aujourd'hui la première entreprise mondiale et a des moyens d'investissement plus élevés que la France, à lui tout seul. Sont ensuite apparues toutes sortes d'autres offres, comme Wikipédia. J'ai bientôt fini. Nous avons beaucoup analysé dans ce livre avec des membres d'Ars Industrialis ce que c'était que le Web 2, les métadonnées, mais aussi les data centers. On nous disait c'est l'immatériel, c'est pas du tout de l'immatériel. Un data center, c'est beaucoup de matériel, ça coûte très cher et ça consomme énormément d'électricité. Google à lui tout seul consomme plus d'énergie que toute l'aviation américaine. Je vous le signale en passant. Puis est arrivé YouTube, qui nous a permis, et qui me permet par exemple de mettre en ligne pharmacon.fr, encore que je crois qu'il soit sur Dailymotion, pharmacon.fr, je ne m'en souviens plus. Et puis finalement nous avons créé Ars Industrialis. Et puis est apparu Facebook. Facebook qui aujourd'hui rassemble 1,5 milliard à peu près de membres. Et puis Twitter. Twitter pour lequel j'ai fait des développements avec l'IRI. Ça c'est Polemic Tweet, qui est un truc qui est à l'origine du système de partage de notes dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis maintenant apparaissent les iPhones, enfin sont apparus les iPhones récemment. Après les iPods, c'était il y a 4 ans que les iPhones ont commencé à se développer. Il y a 800 000 applications sur les iPhones, produites par vous, par des gens comme vous. C'est une énorme transformation industrielle, c'est un nouveau paysage qui n'a plus aucun rapport avec le XXe siècle. Il est très important de s'apercevoir que ça porte toutes sortes de questions. Avec Amazon, excusez-moi, Amazon qui lui est apparu en 1994, un an après la naissance du web, et qui maintenant est en train de bouffer tout le marché, bientôt des petits pois, parce qu'Amazon, il livre des livres, il livre des disques, etc., mais ils veulent livrer de l'électroménager, des couches-culottes, ils ont d'ailleurs acheté une entreprise de couches-culottes, et des lessives. Et ils veulent devenir le géant planétaire du commerce mondial. Tout ça, c'est la conséquence, j'ai oublié de vous dire que Amazon est en train aussi de mettre des robots à la place des employés. Les 48 000 employés de Amazon sont destinés à disparaître. Ils seront remplacés par des robots. Tout ça, c'est la conséquence de ça.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une machine Next qui a été à une époque un challenger potentiel d'Apple, du Macintosh, qui a été d'ailleurs conçu par un des inventeurs du Macintosh. Et ça, c'est le premier serveur web qui ait jamais été fait. Donc qui existait avant même 93. Mais c'est là-dessus qu'est apparue la première page web. Et puis, depuis, il est apparu les big data. On est passé de cette petite machine, qui doit peser quelques kilos, à ces énormes machines qu'il y a absolument partout dans le monde, qui consomment des quantités astronomiques d'électricité et qui nous tracent tous de manière systématique, et qui sont en train de conduire aux smart cities, c'est-à-dire à des territoires, à des villes entièrement automatiques, pleines de capteurs partout. Là, vous voyez Panasonic qui est en train de se transformer. Panasonic qui produisait des caméras, des écrans, des bancs de montage et tout ça, qui était spécialiste d'audiovisuel, il est en train de passer dans les smart cities, c'est-à-dire dans l'automatisation des paysages urbains, avec toutes sortes d'ambitions de changer la vie des individus, etc., etc. Et puis est arrivé ce qu'on appelle les MOOCs Rising, c'est-à-dire le développement d'un enseignement supérieur en ligne, que nous-mêmes nous sommes en train de faire. Mais moi j'ai commencé à faire des MOOCs avant Stanford. C'est pour ça que je pense que je n'avais pas forcément le même point de vue qu'eux. Alors, les MOOCs, ça devient très important, ça couvre la planète entière, c'est un marché colossal. Est-ce que c'est une chose sérieuse, bien faite? J'en suis pas tout à fait sûr que ce soit bien fait. Que ce soit une chose sérieuse, ça, il n'y a aucun doute. Puisque ça produit une transformation globale d'un énorme marché très juteux de l'enseignement supérieur. Je suis membre du Conseil national du numérique, nous avons écrit un rapport sur ces questions. J'ai écrit la partie 5, si ça vous intéresse, vous pourrez la trouver en ligne. Voilà. Nous allons donc, je vais m'arrêter là, nous allons donc faire ce cours en travaillant avec toutes ces technologies. Je vais vous inviter à être très participatif, très contributif, très critique. Hein. Vous avez le droit de critiquer tout ce que vous voulez, à condition de le faire intelligemment autant que possible. Le but, c'est de faire pas simplement de l'enseignement assisté par ordinateur, etc., mais bien de la recherche contributive. Et le prochain cours sera consacré